Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors oui, il n'y a pas de petite introduction humoristique encore une fois, mais rassurez-vous, ça va venir bientôt. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je suis débordé depuis la rentrée de vacances. J'ai eu beaucoup de travail. En plus de ça, on regarde quand même des séries, des films avec mon épouse. J'ai mes soirées jeux. Et en plus de ça, ce week-end, je suis en salon du livre, comme je vous l'ai expliqué, à Pusignan. Donc ça me demande pas mal de travail, tout ça. Et je suis un petit peu débordé et je préfère me concentrer sur le cœur du sujet, du JV et ce qui tourne autour. Alors, quels vont être les sujets de cette actu du geek? Eh bien non, ce ne sera pas la PS6. J'ai vu que effectivement plusieurs en parlaient, comme quoi PlayStation avait repris le travail pour une future console. C'est tout à fait logique, je l'avais déjà expliqué, tout comme Xbox font de même d'ailleurs, et Nintendo aussi. J'avais d'ailleurs fait une émission un peu spéciale sur la PS6 pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme puissance sur la future PS6 en 2027, c'est-à-dire avec peut-être le RDNA 4, voire plus, on ne sait jamais, et également bien entendu un nœud plus avancé comme le 2 nanomètres, voire le 1 nanomètre, et j'avais fait une hypothèse pour voir ce qu'on pourrait obtenir sur une future PS6. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. En fait, on va parler de Deathloop, le jeu sur PS5, je l'ai pris sur PS5 et j'y joue dès le premier jour, et je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous faire mon premier retour. On va parler également de Burning sur OLED, les brûlures, vous savez, les marquages sur les écrans OLED, et bien parce que c'est revenu avec un abonné qui m'a questionné là-dessus, donc je vais revenir là-dessus parce qu'il est assez inquiet. Donc je vais dire ce que j'en pense. On va également parler de SSD pour la PS5. Vous savez que le nouveau firmware permet de mettre des SSD internes. Eh bien, j'ai un modèle qui est assez intéressant. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous pourrez les mettre en commentaire. On va parler également de xCloud et tout ce qui tourne autour du xCloud, il y a des nouveautés dessus. On va parler aussi de TCL 0 LED, les mini LED 0 LED. On a des nouveautés dessus, c'est assez intéressant. Et je vais parler de ASML. ASML, vous savez, la photolithogravure, c'est très intéressant. J'ai quelques chiffres sur ces machines exceptionnelles. A tout de suite. Alors il y a de nombreux modèles de SSD qui peuvent aller en interne dans la PS5 et Lexar a lancé son propre modèle, un NVMe bien entendu Gen 4, dernière génération, qui tourne à 7400 mégaoctets seconde en lecture et 5800 mégaoctets seconde en écriture. C'est donc plus que le nécessaire qu'il faut, 5,5 gigaoctets seconde pour la PS5, recommandation de Marc Cerny. Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce SSD? Il est à 180 € le 1 Tera et 99 € les 512 gigaoctets. Donc c'est un prix qui commence à baisser en dessous de la barre fatidique des 200 €. Ça va encore baisser dans les mois qui viennent, je suis sûr qu'il y aura des modèles qui seront encore moins chers. Et donc ça devient intéressant. Je précise quand même que le Lexar est vendu sans dissipateur thermique et qu'il serait très utile de mettre un dissipateur thermique, c'est quand même fortement conseillé. Mais voilà un modèle, n'hésitez pas à m'en donner d'autres si vous en avez d'autres, à des prix équivalents, voire moins chers. Et autre nouvelle intéressante pour la PS5, la DualSense revient au prix maintenant de la DualShock. C'est-à-dire qu'avant elle était vendue à 69 €, 10 € de plus que la DualShock, maintenant elle est à 59 €. Il y a des promos, on peut la trouver à 59 € maintenant. Donc c'est toujours bon à prendre. Autre nouvelle très intéressante, le xCloud est enfin disponible pour tout le monde sur PC. Vous pouvez jouer à vos jeux Game Pass partout maintenant avec le xCloud, c'est quand même pas si mal que ça. Alors j'avais testé, il y avait quelques jeux qui étaient freeze à l'époque, il y avait quelques jeux qui marchaient très bien. Je vais retester pour voir si effectivement ils ont amélioré la connexion, parce qu'à l'époque, Forza Horizon 4, il y avait quand même quelques freezes, quelques ralentissements. Et puis la qualité de l'image n'était pas topissime, ils étaient obligés de faire vraiment de la compression parce que justement ça manquait de débit. On va voir s'ils ont amélioré ça, s'ils ont amélioré cet aspect, mais en tout cas maintenant ça devient très intéressant car on peut jouer partout avec le xCloud et pour tout le monde. L'autre nouvelle de Xbox, c'est qu'ils ont également activé le Xbox Remote. C'est assez intéressant, si vous laissez votre Xbox Series X, S ou One allumé, vous pouvez jouer à distance sur un PC. Alors vous allez me dire ça sert à quoi de jouer en remote? Eh bien par exemple, si quelqu'un utilise votre téléviseur, vous ne pouvez plus jouer à votre Xbox Series X et S. Et oui, difficile. Eh bien, vous l'allumez, vous allez dans votre chambre, par exemple sur un écran, l'Asus que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, par exemple, avec un PC, en remote, eh bien, vous allez pouvoir jouer à vos jeux sur Xbox Series X et S. Alors, c'est pas très utile si vous avez le Game Pass, à condition d'avoir le Game Pass Ultimate, parce que vous avez à peu près les mêmes jeux sur le Game Pass PC et Game Pass console. Mais si vous n'avez pas le Game Pass, ou s'il y a un jeu qui n'est pas possible de faire sur PC parce qu'il n'est pas présent sur le Game Pass PC, et bien grâce à ça, vous pourrez y jouer sur votre PC, et surtout, vous pouvez jouer à distance. Alors là, c'est un peu plus gênant parce qu'il faut laisser, bien entendu, la Xbox allumée. Faut peut-être pas l'allumer tout le temps quand même.
Rapidement, encore un report de jeu, et oui, j'en ai pas parlé dans l'introduction, mais encore un report de jeu. Battlefield 2042 est repoussé au 10 novembre, si je ne me trompe pas. Eh bien écoutez, on n'est pas à un mois près, on va attendre. J'ai plein de jeux sur le feu, Deathloop bien entendu, mais également Kena Bridge of Spirit qui va arriver à la fin du mois. Et je crois qu'en novembre d'ailleurs va arriver aussi Forza Horizon 5. Donc bref, on ne va pas manquer de jeux pour ces 2 mois à venir. Je reviens rapidement sur le burn-in. Et oui, effectivement, j'ai un abonné qui m'a questionné sur les téléviseurs, etc. Et il m'a montré un article comme quoi quelqu'un avait dit, effectivement, sur un C7 LG, eh bien, il avait eu du burn-in. La personne avait eu du burn-in, des marquages, si vous préférez. Alors, je précise que ce n'est pas tout à fait du burn-in. En fait, ce qui se passe, c'est, je le répète, ce n'est pas une brûlure d'écran. C'est simplement que les OLED, Organic LED, je vous rappelle, eh bien, elles n'ont plus la même intensité en fin de vie qu'en début de vie, c'est-à-dire qu'elles diminuent en intensité, elles ne peuvent pas produire autant en termes de pic de luminosité. Et donc, bien entendu, quand vous avez par exemple un logo avec plein de OLED qui ont diminué en intensité, eh bien, ça fait une zone plus sombre. C'est pour ça qu'on voit un écran par exemple rouge, par exemple quand on a des mires de test, et qu'on voit une zone sombre, par exemple BFM. Effectivement, les logos statiques, c'est le pire, c'est ça qui marque le plus, surtout s'il reste des heures et des heures et des heures. Alors je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si vous avez un programme varié, vous faites des jeux différents et variés, vous pouvez jouer par exemple bien entendu 2 ou 3 semaines à un jeu, hein, ce n'est pas le problème, mais après vous allez regarder des émissions, vous allez regarder des films, des séries, bref, vous variez le contenu, il n'y aura pas particulièrement de problème. Effectivement, toutes les LED vont s'user doucement, mais de façon uniforme, et la compensation avec la luminosité se fait automatiquement maintenant avec les LG, sur les C10 et sur les C1 et sur toutes les nouvelles gammes, et donc ça va être compensé automatiquement et vous n'y verrez normalement rien du tout. Je pense qu'effectivement, s'il y avait vraiment des gros problèmes de OLED, il y en a beaucoup quand même qui se sont vendus. Il y en a plusieurs centaines de milliers de OLED qui se sont vendus. Je pense qu'il y aurait eu des attaques d'organismes de défense du consommateur. Il y aurait eu bien entendu des regroupements pour dire et pour attaquer les constructeurs. LG le sait, Panasonic le sait, Sony le sait. Et donc si d'ailleurs toutes ces marques continuent à produire des dalles OLED, c'est que c'est rentable. LG on pourrait comprendre car ils ont des usines de dalles OLED. Mais si Sony et Panasonic voyaient le risque et qu'il y avait beaucoup de retours, ils auraient arrêté depuis longtemps. J'ai un ami qui a un C7, depuis 4 ans, il n'a aucun problème. Et je peux vous dire qu'il joue beaucoup, il a fait plus de 100 heures de jeu sur Assassin's Creed Valhalla. Aucun problème, ni avec des séries, ni avec des films qu'il regarde en quantité, donc pas de problème particulier. Mon OLED à moi a plus de 8 mois maintenant, pas de problème particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des OLED qui n'ont pas de problème pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problème, ça veut dire quand même que ça reste assez marginal et assez rare. Sauf une utilisation particulière. Venons-en justement à un substitut possible, c'est-à-dire TCL Mini LED. Et en l'occurrence, on a des détails sur le 0 OLED qui va arriver, qui est commercialisé, le X92 Pro, et ensuite les X92 qui ne sont pas 0 LED, je le précise. Le X92 Pro est un écran 85 pouces, c'est un écran gigantesque, qui coûtera 10 000 €, très cher. C'est évidemment du très haut de gamme. Qu'est-ce qu'il a de particulier? 2000 nits ou 2000 candelas par mètre carré de pic de luminosité, c'est ce qui est annoncé à peu près, hein. 96 000 mini LED, et 96 000 mini LED, ça commence à faire beaucoup, et 1920 zones différenciées, vous savez, pour le local dimming, pour éviter effectivement, ou pour diminuer plutôt, l'effet blooming. Il est estampillé 8K, il a toutes les normes, comme toutes les marques chinoises, hein, Xiaomi, TCL, Hisense, toutes les normes, inclus dans leur téléviseur. Ben on verra, on attendra les tests divers et variés, par exemple HDTV Test, on attendra son test pour voir ce que ça vaut cet écran, mais bien entendu ça reste un peu inaccessible. Alors des écrans un tout petit peu plus accessibles, c'est le X92 non pro, en 65 pouces il a 3000 €, et en 75 pouces il est à 4000 €, c'est des 8K, je précise quand même, c'est des écrans 8K. Ont-ils le même nombre de zones? Ce n'est pas du tout certain, ce sera à vérifier, et surtout ce n'est pas du 0 mini LED. Alors 0 mini LED c'est quoi? Eh bien ils ont réussi à faire des mini LED si petites qu'il n'y a plus de distance entre la mini LED et la couche LCD qu'il y a derrière, alors qu'avant bien entendu on pouvait aller jusqu'à 2,5 cm, ce qui fait que l'écran en épaisseur fait 9,6 mm, ce qui est très fin, c'est presque l'équivalent finalement d'un écran maintenant OLED. Venons-en à ASML, vous savez, le fabricant de photolithogravure, les machines de photolithogravure néerlandais, et oui c'est particulier, c'est les seuls dans le monde à faire des machines comme ça qui peuvent faire de la gravure, de la photolithogravure, 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres, de 1 nanomètre, tous les autres ne peuvent pas. Donc à partir de cette réduction de process, de cette taille de process, on ne peut utiliser que ces machines en photolithogravure. Qui les utilise? Qui les a commandées? Samsung, Intel et bien entendu TSMC, et c'est tout.
Ainsi, on a appris que sur les 258 systèmes fabriqués par ASML en 2020, 31 de ces machines ont été livrées à ces 3 entreprises, principalement TSMC. Coût de la machine, 120 millions de dollars. Et oui, chaque machine coûte 120 millions de dollars et pèse 180 tonnes. C'est un joli bébé qui fait quand même plus de 7 mètres de long, entre 7 et 8 mètres de long au minimum. Donc c'est une machine qui est difficile à livrer, entre parenthèses, et ils mettent entre 17 et 18 semaines pour l'assembler. Et oui, parce qu'elle n'arrive pas comme ça directement dans l'usine, vous imaginez bien, il y aurait des problèmes pour la passer et pour la monter. L'usine étant fabriquée, comment on rentre cette machine dans l'usine? Eh bien, on la rentre en mode Pulse. Et oui, c'est un Pulse qu'on va assembler sur place. Donc ça peut prendre jusqu'à 18 semaines d'assemblage. Donc voilà, je tenais à vous donner ces quelques chiffres parce que c'est assez impressionnant et surtout ça montre la complexité. C'est une machine immense pour faire l'infiniment petit, ça montre la complexité de ces machines et pourquoi finalement il n'y a qu'un fabricant pour l'instant dans le monde. On va finir sur Deathloop, eh oui Deathloop, sur PS5, j'ai commencé sur PS5. Alors c'est un jeu qui est fait par Arkane Studio Lyon, mais qui appartient, vous savez, au groupe Bethesda ZeniMax. Donc théoriquement, il n'aurait pas dû être en exclusivité sur la PS5, mais les accords avaient été passés avant le rachat de Bethesda et ils ont été respectés par Xbox. Ça me paraît évident et assez logique. Que vaut le jeu? Eh bien écoutez, j'apprécie beaucoup ce jeu. Je vous avais dit, je ne savais pas sur quel pied danser face au trailer qu'on avait vu. Ça avait l'air un peu déjanté, mais en même temps, je me demandais un peu ce que c'était ce jeu. Eh bien écoutez, c'est très bien. Il y a une très belle ambiance déjà. Donc sans faire de spoil majeur, vous vous retrouvez bien entendu chaque jour sur une plage. Vous devez recommencer certaines actions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est très évolutif. Vous ne faites pas toujours la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus vous allez apprendre, plus vous allez découvrir, plus vous allez avoir de nouveaux lieux, ou de nouveaux instants, ou de nouveaux personnages. Le tout étant bien entendu de traquer 8 personnes particulières pour briser la boucle du temps. Et donc vous allez combattre dans 4 lieux, à 4 moments différents. Et chaque fois que vous revenez dans un lieu, en fonction du moment où vous y venez, c'est-à-dire le matin, le midi, l'après-midi ou le soir, eh bien, le lieu n'est pas du tout configuré de la même manière, c'est-à-dire que les mêmes personnes ne sont plus là, il y a d'autres personnages, il y a d'autres dangers bien entendu, ça peut être vide ou ça peut être plein, il peut y avoir plein de nouveautés, et également les personnes que vous traquez seront là ou ne seront pas là. Et donc vous allez avoir des indices au fur et à mesure qui vont se débloquer pour vous dire à quel moment ils seront là et comment les atteindre. Vous avez bien entendu des moyens de vous améliorer. Lorsque vous revenez sur la plage, vous perdez tout au début, mais après vous allez pouvoir garder quelques objets en les infusant. C'est effectivement un roguelike, mais un roguelike plus facile. Les ennemis ne sont pas très difficiles. Bon, ils se défendent, hein, vous allez mourir quelques fois, mais c'est quand même bien moins difficile que Returnal par exemple. Et surtout, vous avez le droit à 3 chances puisque vous avez 3 vies. Et lorsque vous passez d'une zone à l'autre, vous récupérez en plus les vies perdues. Si par exemple il vous reste qu'une seule vie, eh bien vous changez de temps, donc de zone en même temps. Par exemple, vous allez passer de midi à l'après-midi dans une autre zone, eh bien vous allez récupérer vos 2 vies perdues. Donc c'est un jeu très intéressant, pour l'instant en tout cas. J'ai joué, on va dire, 7-8 heures, donc je ne peux pas donner un avis définitif. Est-ce que c'est redondant? Est-ce qu'à force ça ne se renouvelle pas? Je vous dirai ça bien entendu dans d'autres vidéos, mais pour le moment c'est un très bon jeu. Techniquement parlant, je suis resté en mode performance, je le précise quand même. Je vais essayer également en mode optimisé, vous savez, graphiquement, avec par exemple le ray tracing, pour voir ce que ça donne, mais je resterai en mode performance car c'est très dynamique et c'est bien plus plaisant à jouer. Comme quoi, vous voyez, le ray tracing n'est pas forcément obligatoire. Quand on joue à ce type de jeu, à un FPS comme ça, on préfère quand même le mode performance, on préfère les FPS effectivement. En termes de graphisme, écoutez, c'est classique, c'est plutôt bien fait quand même, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas, bien entendu, hyper révolutionnaire, on s'en doutait. Un dernier détail sous forme d'anecdote. Oui, alors d'abord, oui, j'ai changé de t-shirt, oui, parce que mon épouse a chopé Thanos et l'a mis dans la machine à laver, et du coup, j'avais oublié une anecdote très intéressante sur ce jeu, ce qui est arrivé la veille que je tourne cette vidéo. Eh bien, j'étais assis tranquillement sur le canapé, et je jouais donc à ce jeu, et à un moment donné, je me suis arrêté, parce que j'entendais un bruit dans mon dos, un bruit d'eau, et oui, de l'eau qui coulait. J'étais tellement surpris que je suis sorti en me disant, tiens, c'est le tuyau d'arrosage, ça se trouve, qui coule, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Et je suis sorti dehors, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était mon 5.1. Et oui, j'ai joué sur le 5.1, un 5.1 Philips HTS 3357, qui m'avait coûté 250 € à l'époque, qui marche depuis 12 ans, et oui, vous entendez bien, depuis 12 ans, nickel. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes forcément dans un 5.1 pour avoir des résultats probants. J'ai eu d'ailleurs plusieurs résultats probants sur ce 5.1. Quand il y a des chats, par exemple, on se demande toujours si c'est notre chat qui est dans notre dos ou si c'est un vrai chat.
Bref, dans des films d'horreur aussi, c'était très marqué, le son. Partout, on entend partout le son, ça craque de tous les côtés. Le 5.1, je vous jure, ça donne une autre dimension aux films, aux séries, mais également aux jeux. Voilà, je tenais avec Spock à vous partager cette petite anecdote qui m'est arrivée. Et Thanos, lui, ben, par l'instant, il sèche sur la corde à linge. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.